donc, je disais voilà, qu'il y a un changement de nature des évaluations, il y a un changement de rôle, hein, que les évaluations sont utilisées comme un instrument de mise en concurrence, de production de compétitivité. Et ceci, bien sûr, correspond à l'exercice d'un pouvoir. C'est-à-dire, on voit bien comment le fait qu'on soit évalué de plus en plus dans la société, le fait qu'on soit évalué sous cette forme-là aussi, bien sûr, s'articule avec un pouvoir. Alors, pas forcément un pouvoir de type juridique. C'est plus un pouvoir au sens des micro-pouvoirs qui sont analysés par Michel Foucault, c'est-à-dire des pouvoirs qu'on peut analyser à l'intérieur des pratiques elles-mêmes, et qui l'ont lui-même amené à voir dans les systèmes scolaires, mais pas seulement, dans les prisons de la modernité, de voir dans les hôpitaux de la modernité la mise en place d'un pouvoir qu'il appelle disciplinaire, dans lequel non seulement les formes de gestion de ces lieux-là, mais même l'architecture de ces lieux-là est faite pour entraîner la mise au pas des individus, pour entraîner la séparation, le quadrillage en fait des individus dans un espace, leur surveillance et leur obéissance, enfin entraîner leur obéissance, rendre docile et servile, hein, c'était vraiment la formule de Michel Foucault pour définir les systèmes disciplinaires. Et bon, bien sûr, l'évaluation joue un rôle dans le pouvoir disciplinaire, à l'intérieur du pouvoir disciplinaire. On voit bien comment, pour reprendre l'exemple de la note, je veux dire, la note, elle est là pour... elle s'associe, on va dire, au pouvoir de quadrillage des individus, de classement des individus. Et bien sûr, ça vise leur mise en docilité, quoi. En quoi est-ce que les évaluations aujourd'hui jouent peut-être un rôle un peu différent ou exercent un pouvoir un petit peu différent? Alors là, c'est quelque chose que j'ai essayé d'analyser dans mon dernier livre, que j'appelle donc La tyrannie de l'évaluation, en m'appuyant là aussi sur des analyses de Foucault lui-même, et puisque ce que Gilles Deleuze avait pu écrire, notamment dans un petit texte qui s'appelle Post-scriptum aux sociétés de contrôle, dans lequel il essaie d'analyser en fait comment on passe de sociétés disciplinaires qui enserrent les individus dans des espaces fermés, quadrillent ces espaces et les disciplinent à partir de ce quadrillage, à des sociétés qui contrôlent, c'est-à-dire qui ouvrent les espaces, qui n'ont plus besoin en fait d'espaces fermés pour exercer un contrôle, qui exercent un contrôle à partir de la gestion, une gestion qui implique les statistiques notamment, c'est-à-dire la mise en chiffres, et donc évidemment l'évaluation, puisque l'évaluation ça implique la mise en chiffres de tout, les statistiques et les gestions de flux en fonction des résultats statistiques. Donc gestion de flux qui implique aussi qu'on ne s'intéresse plus vraiment aux individus, mais qu'on s'intéresse plus à des éléments. En l'occurrence, l'éducation, c'est des compétences. Vous voyez, on va dire par exemple le capital humain, c'est un ensemble de compétences. Ce qui nous intéresse, d'ailleurs c'est très choquant quand on y pense, que les manuels de management disent l'entreprise dispose d'un capital humain qui est l'ensemble des compétences dont elle dispose. Il n'y a plus d'employés, il y a un ensemble de compétences. Donc, en fait, c'est vraiment comment est-ce que... c'est Deleuze qui dit, en fait, les sociétés disciplinaires, elles ont affaire à des individus, les sociétés de gestion ont affaire à des individuels. C'est-à-dire, on ne considère plus les individus comme des unités, mais on considère les choses par morceaux, en quelque sorte. Alors, ceci repose sur quelque chose qui était commun aux deux formes de pouvoir, c'est-à-dire le fameux pouvoir panoptique, que d'ailleurs Michel Foucault analyse à partir de l'exemple de la prison de Bentham, une prison donc panoptique, dans laquelle l'architecture même de la prison va permettre une surveillance de tous les prisonniers, sans forcément que quelqu'un les surveille. Donc, les prisonniers sont disposés en cercle, dans des cellules, qui sont vitrées sur le devant, et à l'intérieur il y a une tour de contrôle qui elle-même est rendue opaque. On ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas, mais comme les prisonniers se savent observer,
du coup, ils arrivent à se discipliner progressivement de manière à voilà, ne plus observer d'écart, sans même qu'on ait véritablement besoin de les observer. Donc ce sont des effets de visibilité qui entraînent la discipline, qui entraînent la surveillance possible et qui entraînent la discipline. On voit bien comment l'évaluation crée ces effets de visibilité. C'est-à-dire tout d'un coup, on va dire, voilà, votre établissement scolaire, on a calculé que, je veux dire, il n'est pas très efficace, quoi, il n'est pas très rentable. Alors les effets de visibilité sont rendus possibles par des calculs qui eux-mêmes reposent sur des évaluations qu'on va pouvoir comparer les unes avec les autres, parce que l'idée de pouvoir les comparer, c'est justement ce qui va permettre cette omnivisibilité de tout. Moi, je me souviens que dans notre établissement scolaire, qui est très particulier parce que c'est un établissement hospitalier à la fois, donc forcément avec plein d'enseignements spécialisés, enfin de choses qui ont été développées dans le temps et qui n'ont pas leur correspondant dans l'ensemble du système scolaire, posait toujours problème aux évaluateurs, parce que la question c'était, est-ce que vous êtes visible? Voilà, il faut être visible en fait, et pour être visible, il faut rentrer dans la norme, il faut rentrer dans des évaluations possiblement comparatives. Donc c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où on est rendu visible par des évaluations équivalentes, eh bien on est comparable et on est gérable, c'est-à-dire on est aussi contrôlable. Donc voilà, les nouvelles évaluations exercent un pouvoir de contrôle en ce sens-là. C'est ce que je voulais dire en fait, globalement.